Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire consacré au parcours emploi compétences organisé par le mouvement associatif avec le soutien de Quorum. Vous êtes plus de 300 à vous être inscrits sur ce webinaire et nous vous en remercions. Alors il s'agit pour nous de vous faire une première information sur les parcours emploi compétences à la suite du gel des contrats aidés. Nous avons eu un certain nombre de questions de votre part, et puis la circulaire de la DGEFP parue le 11 janvier est venue donner des précisions et d'application immédiate. C'est pour ça que nous avons souhaité faire cette première information. Alors cela ne signifie pas que le dispositif nous satisfait en l'état. En effet, nous considérons qu'il n'est pas adapté en l'état actuel aux primo-employeurs et aux petites structures. Il répond avant tout, selon nous, à une problématique d'insertion sociale, mais ne répond pas aux besoins d'aide à l'emploi du secteur associatif pour soutenir les projets qui sont menés par les associations. Mais il nous faut cependant répondre à la question, comment fait-on là tout de suite? Donc pouvez-vous prétendre au parcours emploi compétences? À qui devez-vous vous adresser? Quels sont les différents critères? Alors vous pourrez nous poser vos questions au cours du webinaire dans le module prévu à cet effet et nous avons un temps de questions en fin de parcours pour lequel nous y répondrons. Nous vous transmettrons également tous les documents qui vont être abordés au cours de ce webinaire. Et j'accueille donc pour ce faire Tiffaine Perrichon, donc à ma droite, chargée de projet RH et diversité à l'UDES. Michel Abervé, également à ma droite, professeur associé à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Et Alexandra Duhamel, à ma gauche, chargée de mission emploi à la Fédération des acteurs de la solidarité. Alors nous allons commencer par la base, comment marchent les parcours emploi compétences, et je laisse la parole à ma collègue Tiffaine. Merci Lucie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'objectif là, c'est de vous présenter un petit peu plus en détail la circulaire et un peu son contenu, sachant qu'effectivement, comme a bien précisé Lucie en introduction, pour l'instant, c'est un peu l'état de l'art des connaissances qu'on va vous faire aujourd'hui pour ce premier niveau d'information. Donc déjà, c'est une circulaire en fait qui est relative au parcours emploi compétences et au fonds d'inclusion dans l'emploi en faveur des personnes les plus éloignées de l'emploi. Elle est parue donc le 11 janvier dernier. Son objectif, en fait, elle répond en fait elle fait suite au rapport Donnons-nous les moyens de l'inclusion, alias le rapport Borrello en fait, qui est sorti. Donc c'est un peu la mise en pratique. Les ambitions en fait principales, c'est de sortir d'une logique du chiffre pour aller plutôt vers une exigence de qualité de parcours et de favoriser plutôt l'insertion durable du marché du travail du bénéficiaire via un triptyque avec un accompagnement dédié, un accès facilité à la formation et l'acquisition de compétences. La date d'application, c'est immédiat. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune entrée en emploi d'avenir qui est possible à partir du 1er janvier 2018. Les contrats en cours, eux, par contre, iront jusqu'à leur terme. Et puis, pour la partie signature de contrat à initiative emploi, dans le secteur marchand, on verra après un peu les spécificités du contrat PEC, dans le secteur marchand, en fait, il ne sera plus aidé par l'État, mais il y aura des possibilités, sous conditions très exceptionnelles, d'en conclure dans les territoires ultramarins. Donc, les PEC. En fait, les PEC, ils vont se baser sur le cadre juridique du contrat unique d'insertion, contrat d'accompagnement dans l'emploi, le CUI-CAE. Donc en fait, il va être adapté. Donc ce contrat, en fait, il peut être signé soit en CDI, soit en CDD. Le nombre de PEC qui ont été, on va dire, provisionnés pour l'année 2018 est de 200 000. Mais il faut savoir que sur ces 200 000, il y a déjà des enveloppes en fait qui ont été un peu, réservées, notamment pour l'éducation nationale à hauteur de 30 500. Les territoires d'outre-mer aussi ont une enveloppe un peu spécifique et il y a aussi une réserve de précaution qui a été mise en œuvre. Donc, ce qui fait qu'il resterait à peu près 136 000 PEC pour la métropole. Mais sur ce volume encore, il va y avoir des attentions particulières pour les travailleurs handicapés et aussi les territoires qui relèvent des quartiers politiques de la ville. Mais ça, je pense que Michel reviendra dessus après, donc vous aurez plus de détails. Sur les durées des contrats, donc on est sur un contrat entre 9 mois minimum jusqu'à 12 mois, qui sera possiblement renouvelable, mais les renouvellements, c'est aussi une nouveauté, ne seront ni automatiques ni prioritaires. Ils vont être conditionnés en fait à l'évaluation par le prescripteur du respect des engagements de l'employeur et des bienfaits qu'il apporte pour le bénéficiaire.
Donc le public, en fait, ces bénéficiaires vont être les personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés d'accès à l'emploi. C'est le service public de l'emploi qui va déterminer l'éligibilité des personnes au PEC. Ça sera au cas par cas, en fait. Les jeunes n'en sont pas exclus, mais ils ne sont pas la cible prioritaire, en fait. La priorité a été donnée plutôt aux solutions soit de formation, d'alternance, ou alors les dispositifs d'accompagnement qui leur sont dédiés, comme la garantie jeune, les écoles de la deuxième chance ou le réseau EPID. Donc ça, c'était une particularité aussi. Et les entreprises, en fait, là, les PEC sont réservé en fait au secteur non marchand, sans distinction d'activité. Après, il y a des conditions, ça c'est les conditions classiques pour pouvoir bénéficier des contrats aidés. L'entreprise ne doit pas avoir procédé à un licenciement économique dans les 6 mois précédant la date d'effet du contrat et être à jour dans ses cotisations et contributions sociales. Donc ça, c'est des choses assez classiques par contre. Le montant de l'aide. Alors l'aide de l'État, en fait, dans la circulaire, était annoncée entre 30% et 60% du SMIC. On verra après le détail par région, parce qu'il y a un travail qui a été fait par Michel sur ce sujet. On est sur des montants qui sont communiqués. Là, on vous a mis des montants, mais c'est hors dispositif conventionnel, puisqu'on rappelle qu'il peut y avoir des spécificités selon vos conventions collectives. Les préfectures de région vont donc fixer les montants par arrêté. Et les exonérations patronales sont identiques à celles des anciens contrats CAE. Les prescripteurs, en fait, puisqu'on parle des prescripteurs, donc juste pour rappeler un peu les prescripteurs, qui sont-ils? Les prescripteurs, c'est ceux qui vont avoir la capacité de mettre en œuvre les contrats aidés, de la signature à la sortie du contrat. Les prescripteurs, en fait, sont donc les principaux interlocuteurs des employeurs dans ce cadre-là. Donc ça va être les services de Pôle emploi, les missions locales pour les jeunes de 16 à 25 ans. Pour les personnes en situation de handicap, c'est le Cap emploi. Et sinon, on a aussi les unités emploi des conseils départementaux pour les bénéficiaires du RSA. Voilà un petit peu leur rôle, en fait, ça va déjà être de diagnostiquer en fait le public, de pouvoir l'orienter en fait selon sa situation en fait vers les besoins, les parcours les plus appropriés, de pouvoir aussi sélectionner les employeurs et de vérifier ce que l'on a appelé dans la circulaire l'employeurabilité. On reviendra sur cette notion d'employeurabilité juste après. Réaliser un suivi des parcours du bénéficiaire et aussi anticiper la sortie du contrat. Qui n'est pas forcément toujours sur tous les dispositifs, donc ça c'est peut-être une chose intéressante à noter sur ce dispositif. La priorité d'insertion en fait nécessite une réelle exigence dans le choix des employeurs, donc c'est la nouveauté de pouvoir présenter en fait qu'est-ce que l'employeurabilité. Donc elle va se définir au regard de critères. Donc là je vous ai remis les critères qui sont présents dans la circulaire, à savoir de pouvoir que le poste puisse apporter en fait des compétences professionnelles et des comportements professionnels aux bénéficiaires et qui pourront soit répondre aux besoins en fait du territoire pour la suite hors du contrat ou pour pouvoir en fait acquérir des compétences transférables. L'employeur doit aussi démontrer la capacité réelle à accompagner le salarié au quotidien. Donc dans son parcours emploi compétences et de aussi désigner en fait un tuteur pour pouvoir accompagner ce salarié. Il y a aussi dans le triptyque, il y avait l'accès à la formation. Donc les employeurs vont devoir proposer des formations à minima préqualifiantes. C'est ceux qui sont prioritaires. Le contrat aussi, ça peut être une première étape pour le parcours d'insertion en fait, de la personne. Donc c'est pour ça qu'il y a ce volet formatif qui est important. Et enfin, un dernier critère et pas des moindres aussi, le cas échéant, l'employeur devra pouvoir prouver sa capacité à pérenniser le poste. Donc tous ces éléments en fait vont pouvoir permettre aux prescripteurs d'évaluer la qualité du contrat proposé et l'adéquation aussi avec le futur bénéficiaire. Donc ça c'est la particularité des emplois PEC. Donc concrètement, comment ça se traduit ? L'employeur en fait au moment de la signature du contrat, il va avoir un entretien tripartite avec en fait le salarié, le représentant du prescripteur et puis lui-même pour pouvoir engager contractuellement en fait formaliser en fait ses engagements autour du contrat. Donc il va y avoir le CERFA classique du contrat CAE et il va y avoir une annexe complémentaire qui a été, donc là vous avez une copie écran, qui a été aussi diffusée. Cette annexe en fait va permettre de pouvoir montrer un peu plus les engagements sur les compétences, les savoirs et savoir-faire que va acquérir la personne pendant le contrat. Pour pouvoir réaliser répertorier en fait ses besoins, ses compétences, dans l'annexe, on vous renvoie vers le fameux répertoire des métiers ROM de Pôle emploi pour pouvoir vous aider un peu à affiner aussi ces projets.
Après la signature du contrat, pendant la vie du contrat, donc je rappelle entre 9 mois et 12 mois pour la première étape, il va y avoir un suivi dématérialisé en fait. Donc là, Pôle emploi est actuellement en train de travailler sur un livret dématérialisé de suivi qui devrait arriver bientôt. Et à la fin du contrat, entre 1 mois et 3 mois avant la fin du contrat, il y aura un entretien de sortie où le prescripteur va pouvoir faire le point en fait, avec le bénéficiaire du contrat pour pouvoir voir les compétences qui ont été acquises pendant le contrat, s'il y a un besoin de complément de formation ou si la personne peut aller déclencher un nouveau contrat ou ce genre de choses. Il y a des spécificités sur le contrat PEC, donc rapidement, la personne peut donc être embauchée en CDI ou en CDD, mais le contrat PEC peut être rompu si la personne, en fait, le bénéficiaire est embauché en CDD ou en CDI d'au moins de 6 mois derrière, ou s'il va suivre une formation certifiante. De même, on peut suspendre le contrat PEC pour que la personne puisse effectuer une période d'essai. Un petit peu les spécificités. Donc là, l'idée, c'était de vous schématiser un petit peu la feuille de route pour l'employeur. Les différentes étapes en fait sur ces emplois PEC qui vous attendent. Avec la première étape, en fait, ça va être de définir un petit peu avec les prescripteurs déjà si vous êtes éligible, parce que vous verrez après, il y a quand même des spécificités selon les territoires et les régions. Donc de bien vérifier si vous êtes éligible, votre entreprise est éligible au contrat PEC, donc de pouvoir aussi vous rapprocher en fait de Pôle emploi ou des autres services publics régionaux. En interne aussi, il va falloir faire un petit travail pour formaliser aussi votre projet d'embauche, donc de partir de votre fiche de poste, de voir aussi les besoins, de pouvoir traduire ça en compétences que peut acquérir en fait le futur bénéficiaire du contrat. Et les engagements, du coup, vous pouvez mettre aussi en face en termes de formation ou d'action de formation pour la personne. Et de désigner aussi un tuteur en interne pour pouvoir accompagner le salarié qui pourra aussi d'ailleurs faire l'interface avec le prescripteur pendant toute la période de suivi dématérialisé. Voilà un petit peu ce qui peut être intéressant d'anticiper dès à présent. Ensuite, il y a une étape en ligne qui va être assez classique pour faire sa demande d'aide avec remplir le CERFA qui sera signé par les 3 parties, donc le bénéficiaire, le prescripteur et le représentant de l'employeur. Et puis, bien entendu, après des choses assez classiques, somme toute, tous les trimestres, de pouvoir communiquer les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du bénéficiaire du contrat. Et puis, en fin de contrat, de pouvoir faire le bilan des actions qui ont été mises en œuvre pour pouvoir anticiper la demande, faire le bilan des actions que vous avez mises en œuvre. Ça vous permettra de pouvoir soit répondre à la demande de renouvellement potentiel du contrat si vous souhaitez, ou alors de pouvoir préparer aussi une future demande d'aide pour un nouveau contrat. Et bien entendu, on n'oublie pas de délivrer aussi l'attestation d'expérience professionnelle à la personne qui a bénéficié de ce contrat. Donc voilà un petit peu le contenu de la circulaire sur ces fameux contrats PEC. On voulait aussi vous présenter une action un peu particulière aussi, puisqu'il y a quand même cette notion d'employabilité qui est quand même assez, qui pose question, et notamment quand on va être une petite structure. Tout à l'heure, Lucie, tu parlais des primo-employeurs aussi. Clairement, il y a des solutions qui sont intéressantes à connaître et à pouvoir mettre en œuvre. Donc là, on voulait vous montrer aussi une réflexion en cours, notamment au Conseil national des employeurs d'avenir, qui est le syndicat en fait qui fédère les employeurs du sport, de l'animation, des foyers de jeunes travailleurs, et puis j'en ai oublié une, familiale. Tiffaine, est-ce que tu peux nous dire ce que tu entends par employabilité ? Alors l'employabilité, c'est les fameux critères qui ont été définis en fait pour pouvoir permettre à l'association de pouvoir demander son emploi à PEC auprès des prescripteurs. Donc dans ce cadre-là, le CNEA en fait, suite à la parution en fait de la circulaire, a pu voir en fait dans cette enquête que à peu près 80% des employeurs, enfin des adhérents interrogés, mettaient en avant le fait qu'ils pouvaient répondre aux 3 premiers critères. Le dernier critère, là, il y avait un peu moins, la moitié en fait de ces répondants qui pouvaient y répondre. Je rappelle, le dernier critère, c'est celui de la pérennisation du poste. Donc, ce qui est quand même une problématique aussi, et ça peut être un sacré atout si on peut mettre en avant la pérennisation du poste auprès du prescripteur. En termes d'employabilité, on va avoir un peu plus de crédit. Donc, dans ce cadre-là, ce qui peut être intéressant, c'est plutôt de viser sur l'aspect réseau. Et c'est cette thématique qu'a mis en avant le CNEA avec le développement en fait d'un réseau d'employeurs de territoire.
parce qu'en fait, l'idée, c'est de partir de ce réseau où on va avoir les mêmes besoins en termes d'emploi, de compétences, et donc des compétences et des comportements professionnels qu'ils pourront acquérir et qui vont être transférables en fait d'une structure à l'autre. Donc l'idée, c'est d'avoir un écosystème qui va pouvoir assurer un parcours professionnel sans discontinuité à ce bénéficiaire en fait. Donc par exemple, si on prend, si tu peux mettre la slide suivante s'il te plaît, si on prend l'exemple de l'animation, donc là sur ce schéma, on voit bien donc là les 4 branches professionnelles. Sur ce schéma-là, en fait, si on part sur le métier d'animateur, l'animateur en centre d'hébergement, l'animateur sportif, et pourquoi pas un responsable d'animation. L'idée, c'est d'avoir un cercle un peu vertueux, que la personne puisse commencer à acquérir les compétences pour être animateur, acquérir de nouvelles compétences au fur et à mesure, et pourquoi pas arriver sur une fin de parcours, en changeant de structure, arriver sur un poste de responsable d'animation. Et là, en fait, on va bien avoir tout un écosystème qui va pouvoir se modifier, se compléter, pour pouvoir accompagner la personne et donc répondre aux exigences de globalité et de pérennisation de l'emploi à travers plusieurs dimensions. Donc on a la dimension notamment dynamique et cyclique, où là, il va y avoir le réseau qui va pouvoir accompagner la poursuite du parcours professionnel de la personne avec un emploi, ou même de pouvoir proposer une formation, dans le cas du fameux PIC par la suite. La dimension emploi-formation. Le réseau permet aux personnes, en fait, peu ou pas qualifiées d'accéder à un emploi et de structure en structure, donc d'évoluer, comme on l'a vu un peu sur le schéma tout à l'heure, vers une montée en compétences et donc un emploi durable aussi par la suite. Et puis la dimension de coopération. On est quand même sur l'économie sociale et solidaire. On est donc avec des valeurs là en plus on est sur un réseau d'éducation populaire, des valeurs inhérentes au secteur et qui sont caractérisées par l'ancrage local, le caractère non délocalisable de l'emploi et des activités aussi, et l'impact de l'utilité sociale ou encore la question de participation active aux politiques publiques territoriales. Donc là on répond bien à cette dimension de coopération aussi interréseau et on montre en fait la force d'avoir des réseaux d'employeurs sur les territoires. Voilà un petit peu l'initiative qu'on voulait mettre aussi en avant. Et là-dessus, si vous voulez avoir plus d'informations sur cet écosystème des employeurs d'avenir, vous pouvez vous rapprocher en fait du site du CNEA. Voilà un petit peu. Alors merci Tiffaine pour cette mise en bouche et cette première présentation des PEC, tout en sachant que vous aurez l'ensemble des supports qui vous ont été présentés, parce que c'est vrai que là on a une heure pour présenter tout ça, il y a beaucoup d'éléments. Et là je vais maintenant passer la parole à Michel Abervé, qui va nous présenter la déclinaison territoriale en fait, et l'état d'avancement de la mise en œuvre de ces parcours emploi-compétences. Vous verrez qu'il y a beaucoup de différences entre régions et départements. Donc je laisse la parole à monsieur Abervé. Non, pas département, que région. Merci. Le cadre juridique, comme vient de le dire Stephen, est inchangé. Nous sommes dans des CUI-CAE qui sont simplement appelés PEC et il n'y avait pas à changer puisque dans les CUI-CAE, il était bien précisé que les actions d'accompagnement et de formation sont considérées par le Code du travail comme les contreparties obligatoires à l'aide financière attribuée au titre du CUI-CAE incombant à l'employeur. Mais de fait, elles étaient peu utilisées et en réalité, elles se rapprochent beaucoup plus de celles qui étaient effectivement appliquées dans le cadre des emplois d'avenir, qui appliquaient cet accompagnement, cette formation, pendant le même temps où on les supprime. Les exigences sont quand même renforcées concrètement et reposent sur le triptyque emploi, formation, accompagnement, et il est réaffirmé que l'objectif, c'est l'inclusion durable dans l'emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail. Et donc, l'objectif, les personnes concernées, ce sont les demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Donc, ce programme ne concerne pas ceux qui n'ont pas de problème particulier, qui sont simplement en recherche d'emploi, et en particulier un public que certains avaient pris l'habitude d'accueillir dans le cadre des CUI-CAE, c'est-à-dire des jeunes qui sortaient d'une bonne formation et qui avaient besoin d'une première expérience professionnelle. Ceux-là ne trouveront pas place dans le programme CUI-PEC. Et puis, ne relèvent pas non plus de ce programme ceux qui, à une difficulté de recherche d'emploi, associent d'autres types de difficultés, avec en particulier tous ceux qui relèveraient soit
de l'insertion par l'activité économique, dont on dira un mot tout à l'heure, soit du handicap et des entreprises adaptées. Il y a un accent mis, comme l'a dit Tiffaine, sur les personnes reconnues travailleurs handicapés, mais qu'on ne retrouvera pas dans tous les arrêtés préfectoraux, et pour les personnes habitant les quartiers de la politique de la ville. Et vous voyez bien que là, on cerne les personnes qui habitent les quartiers, pas les actions conduites dans les quartiers. Et il y a un vide dans ce dispositif qui est bien relevé par le rapport Borello, qui le relève, mais qui ne propose pas de solution satisfaisante pour eux. Ce sont les personnes dites seniors, en fin de parcours professionnel, pour qui la perspective d'emploi durable n'est pas au cœur de leurs préoccupations, mais qui trouvaient dans les CUI, CAE, une façon honorable de terminer une vie professionnelle. Pour eux, aujourd'hui, il n'y a pas de solution trouvée dans ce dispositif. On a un prescripteur de droit commun, qui va être celui qui va probablement traiter 90% des CUI PEC pour l'emploi, et ça induit un changement de pratique par rapport à ce qui était fait précédemment. Précédemment, Pôle emploi, quand il avait placé quelqu'un dans un CUI CAE, pour lui, c'était quelque chose, une solution trouvée. D'ailleurs, il était en catégorie D, E, il y restera, mais il sortait du portefeuille du conseiller qui ne le retrouvait que quand il venait se réinscrire. Cette fois-ci, on va changer la logique vis-à-vis de Pôle emploi, et il y a une circulaire très précise du 6 février 2016 de Pôle emploi qui est très détaillée de ce point de vue et qui redonne un rôle central à Pôle emploi, puisqu'elle évalue la pertinence du PEC pour les bénéficiaires avec un diagnostic réalisé par le conseiller du service public de l'emploi. C'est lui qui sélectionnera les employeurs, c'est lui qui contractualisera les engagements, qui accompagnera durant le contrat avec un livret de suivi dématérialisé, renseigné au moins le premier mois à mi-parcours et aux 3/4 de l'exécution du contrat, et c'est lui qui fera le bilan et se préoccupera de la suite. Et donc, attention, il y a un changement de logique par rapport à la pratique antérieure où l'employeur recherchait le candidat et le présentait au service public de l'emploi qui l'autorisait. Ici, c'est le prescripteur qui propose des possibilités aux demandeurs d'emploi. Certes, l'employeur, comme tout employeur, est en mesure de refuser les candidats qui lui sont proposés, mais s'il le fait, il doit le justifier. Il doit expliquer pourquoi il ne prend pas monsieur un tel ou madame un tel que Pôle emploi lui a envoyé. Et s'il arrive que vous trouviez quelqu'un qui correspond bien au poste que vous avez envie de créer, il faut qu'il aille s'inscrire à Pôle emploi, et Pôle emploi fera un diagnostic qui pourra conclure au fait que la solution CUI PEC n'est pas la bonne pour la personne que vous lui avez envoyée. Donc vous voyez bien que ça change assez sensiblement par rapport à la pratique précédente. Vous avez des prescripteurs spécifiques, pour les jeunes, les missions locales, mais il est clair que contrairement aux emplois d'avenir, le programme CUI PEC n'est pas au cœur du mandat des missions locales et qu'on les incite plutôt à orienter les jeunes vers d'autres dispositifs que celui-là. Vous avez pour les personnes handicapées qui verraient ça, les conseils départementaux, qui ont signé une convention annuelle d'objectifs et de moyens avec l'État. Les prises en charge sont sur une base à peu près uniforme de 20 heures hebdomadaires. Les emplois d'avenir étaient, eux, à plein temps, et il y avait une possibilité de dérogation existante pour les CUI, CAE. Aujourd'hui, cette possibilité est extrêmement réduite, quasiment inexistante. La base moyenne fixée par la circulaire est de 20,6 heures. Vous voyez que la marge pour dépasser les 20 heures est faible. La durée est de 9 à 12 mois, mais là aussi, la durée moyenne fixée par la circulaire est 10,2 mois. Donc vous voyez qu'on va plutôt être autour des 9 mois avec quelques cas qui le dépassent. Le renouvellement est au maximum jusqu'à 24 mois, mais le
comme l'a dit également Tiffaine, le renouvellement n'est ni un droit ni une règle. Le taux est variable et donc aujourd'hui, tous les arrêtés préfectoraux qui sont nécessaires à l'application de la circulaire du 11 janvier sont parus, sauf en métropole, sauf en Nouvelle-Aquitaine, où on reste sur un arrêté avant la circulaire, où il est probable qu'il y en aura un autre prochainement. Et là, on constate que les taux de base qui sont fixés sont égaux aux 50% annoncés dans le cas général seulement en Occitanie et en Bourgogne-Franche-Comté, et que partout ailleurs, les préfets ont fixé des taux de base inférieurs, allant même jusqu'à 35% de prise en charge en Provence-Alpes-Côte d'Azur et 35% en Bretagne. Mais en Bretagne, il y a de nombreuses dérogations à ce cas, dont une particulièrement intéressante, c'est celle qui donne un taux de 50% pour les petites associations de moins de 10 salariés. On voit bien sur ce point de vue que cette marge était possible dans les arrêtés préfectoraux de favoriser les petites associations et qu'il y a un seul préfet de région qui l'a fait. Alors vous avez un beau tableau qui synthétise l'ensemble des informations. Il s'applique ces taux, il s'applique dès la publication des arrêtés préfectoraux et il s'applique également au renouvellement des CUI-CAE en cours. Quand ils arriveront à leur terme, ça ne sera pas la poursuite des taux qui avaient été accordés dans le premier contrat, il y a le nouveau taux tel qu'il est défini dans le tableau que vous aurez tout le temps de consulter en recevant les choses. Et puis, en conclusion logique, il n'y a pas de renouvellement des emplois d'avenir. Outre-mer, aujourd'hui, l'ensemble des règles qui sont définies s'appliquent. Le taux moyen annoncé est de 60%. Un seul arrêté a été pris à La Réunion qui fixe un taux de base à 50%. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé jusqu'au taux annoncé au plan national. Il est d'ailleurs en plus, l'arrêté réunionnais est particulièrement curieux parce qu'il est rétroactif au 1er janvier, ce qui pose un vrai problème de légalité. Les arrêtés rétroactifs, c'est assez étonnant. Et pour l'instant, il n'y a en particulier pas de nouvelles de la Guadeloupe et de la Martinique, où je crois que personne ne sait très bien comment sortir du moratoire qui avait été adopté l'an dernier et sur lequel il y a vraiment interrogation pour la suite. En résumé, bon courage à vous pour la suite. Merci à vous. Alors, on voit très bien qu'on est dans une logique davantage d'insertion donc sur ces nouveaux parcours emploi compétences. Et c'est pour ça que nous avons choisi d'illustrer aussi le webinaire avec Alexandra Duhamel pour l'expérimentation SEV qui a été menée dans le cadre de l'insertion par l'activité économique et qui, secteur, avance là-dessus puisque c'est leur sujet, l'insertion, est un dispositif qui vise à l'accompagnement des employeurs à l'employeur habilité. Alexandra, je te laisse la parole. Oui, tout à fait. Donc, la Fédération des acteurs de la solidarité rassemble 850 associations et organisations qui luttent contre toutes les formes d'exclusion. Via son plaidoyer politique et son animation de réseau, elle accompagne ses adhérents à proposer de meilleures solutions aux personnes les plus exclues et contribue à l'amélioration des politiques publiques de lutte contre la pauvreté. Donc accès aux droits, accès à l'hébergement, au logement, accès à la santé, à l'emploi et à l'insertion par l'activité économique, qui est notre sujet. 450 structures adhérentes interviennent dans le secteur de l'IAE. Pour rappel, ce secteur est né vers la fin des années 70 pour permettre à des personnes très éloignées de l'emploi d'en occuper un. En effet, occuper un emploi via l'IAE, c'est d'abord et avant tout en occuper un tout de suite en vue d'en avoir un durable plus tard. C'est aussi, et bien sûr, acquérir des habitudes de travail, c'est tisser du lien, c'est développer des compétences, mais aussi s'ouvrir des droits sociaux. C'est se former et, dans le cadre de l'IAE, d'être accompagné à la levée des freins périphériques à l'emploi. L'IAE, c'est donc l'incarnation même du triptyque développé dans le rapport Borrello. Il y a 4000 SIAE en France, la fédération en rassemble 450. Nous avons déployé ce projet SEV en 2016 parce qu'effectivement, nous nous sommes rendus compte qu'on mettait tous nos efforts sur l'employabilité des personnes et qu'en fait, on travaillait très très peu vers l'employeur habilité des entreprises. SEV
a permis de développer ça. Les TPE-PME des territoires peuvent avoir des difficultés à recruter. Elles peuvent ne pas savoir comment s'y prendre. Elles peuvent ne pas savoir comment repérer les personnes et elles peuvent tout simplement ne pas avoir de staff pour réaliser cette mission. Cette mission est alors mal réalisée ou non réalisée. Tout le monde s'en trouve alors pénalisé. Prenons un exemple. J'ai besoin d'une personne pour tenir la caisse et l'accueil de ma TPE. Je lance alors un recrutement. J'écris une offre d'emploi dans laquelle j'exige que cette personne ait un bac+3 en licence management des organisations. J'ai reçu pléthore d'offres, j'ai absolument conservé uniquement les offres où il y avait un bac+3. J'ai recruté quelqu'un, sauf que cette personne, quelques mois plus tard, m'annonce que le poste n'est pas à l'ambition de son projet professionnel. Cette personne s'en va, je me retrouve alors sans personne, et là, je ne sais pas, j'hésite à relancer un recrutement parce que ça m'a coûté d'ores et déjà du temps et de l'argent. Tout ça pour en venir où? Nous pensons que du recrutement à l'intégration des salariés, les TPE-PME peuvent être accompagnés dans cette mission par l'IAE. En effet, les SIAE accompagnent des personnes et tous les jours, elles recrutent, encadrent, forment des salariés en insertion. C'est ces missions-là, au cœur des ressources humaines, qu'on peut proposer aux TPE-PME. Ainsi, via SEV, nous accompagnons les entreprises dans cette notion d'employeur-habilité. Demain, vous, association, vous devrez renforcer cette notion d'employeur-habilité au regard des critères d'accueil des PEC. Nous, via SEV, on retient 3 leviers principaux à activer. Le premier concerne la manière de recruter, d'accueillir et d'intégrer les salariés. Quelques idées lancées ici et là. Identifiez vos besoins de recrutement, une étape importante. Ne pas surestimer vos besoins. Être au plus près de ce que vous recherchez. Établir une fiche de poste. Identifiez la manière dont vous allez aborder ce recrutement avec le reste de votre équipe. Comment prennent-ils part à ce recrutement? Avoir en tête que tout le monde est employable et agir en tant que tel. Mettons le CV et la lettre de motivation de côté, ou en tout cas, ajoutons à cela la mise en situation. Rien de tel selon nous que la période de mise en situation en milieu professionnel, la PMSMP. Ainsi, en poste, la personne et vous-même employeur pouvez considérer s'il y a une adéquation. L'intégration. Comment permettre aux salariés de se sentir bien dans son poste? Quel levier de cohésion et de coopération à activer? Le mouton à 5 pattes n'existe pas. Si une personne rencontre des difficultés dans son mode de garde, par exemple, comment, association, organisation, pouvez-vous réorganiser pour permettre à cette personne de lever ce frein périphérique? La deuxième concerne le développement et la valorisation des compétences transférables. Compétences en tant qu'employeur, je permets aux salariés d'objectiver l'ensemble de ces compétences pour qu'ils puissent s'en rendre compte et ainsi les faire valoir. Dans le cadre des PEC, cet élément est important, puisque si la personne sera en recherche de poste à la sortie du parcours, il s'agira pour elle de pouvoir décrire, écrire, commenter l'ensemble des compétences acquises tout au long du parcours. Comment, en tant qu'employeur, je me saisis des outils tels que l'entretien professionnel pour lui permettre d'avoir le temps d'interagir avec son employeur et d'échanger sur les évolutions possibles, notamment en matière de formation. Et sur cette formation, comment je me saisis des partenaires tels que Pôle emploi pour pouvoir bénéficier de l'appui au montage de ces formations. Le dernier point, c'est celui qui concerne la capacité d'initiative des salariés. Comment, en tant qu'employeur, je laisse une marge d'initiative et de créativité aux salariés? Comment je fais en sorte que chacun puisse s'épanouir tout en respectant son rôle dans l'organisation? En conclusion, nous, avec ce projet Borello, on vise l'amélioration de l'employabilité des personnes. On partage ce rapport Borello. En revanche, on s'aperçoit qu'il est exigé des associations, et y compris des plus petites, d'être des bons employeurs, mais sans avoir les moyens humains, techniques et surtout financiers qui vont avec. La question est donc posée. Alors c'est une bonne transition, Alexandra, je te remercie. On va maintenant passer aux questions. Vous avez été nombreux à nous poser des questions en amont de ce webinaire et au cours de ce webinaire. On a essayé de les regrouper, donc on va vous les lire et puis nos intervenants vont y répondre, tout en sachant que nous avons prévu de faire une foire aux questions dans laquelle nous vous apporterons plus de précision. Alors, première question que nous avons reçue. Peut-on cumuler plusieurs parcours emploi compétences au sein d'une même entreprise? Je vais laisser Tiffaine répondre. Alors, sur cette question-là, en fait, effectivement, dans la circulaire, on a déjà quelques éléments qui précisent que dans le cadre des critères d'employeur-habilité de l'association, il va y avoir en fait un regard spécifique sur le nombre de parcours emploi compétences par rapport aux effectifs totaux de l'entreprise. Et on a même après des précisions qui ont été apportées par une circulaire de Pôle emploi où effectivement un salarié ne pourra pas se voir confier plus de 3 salariés en contrat aidé.
Donc, effectivement, on va avoir une limitation du nombre de PEC dans les entreprises. C'est une des phrases un peu bizarres. Michel Abervé, qui peut être le tuteur? Est-ce qu'un salarié peut être tuteur? Est-ce qu'un bénévole peut être tuteur? Est-ce qu'il y a des précisions là-dessus? Oui, Marion, diapo 41, ça avait été prévu que cette question serait posée. Le texte de la circulaire nationale l'envisage, ne l'interdit pas, et quelques arrêtés préfectoraux l'envisagent. Par contre, la circulaire de Pôle emploi, celle du 6 février 2018, l'interdit, puisqu'elle écrit très clairement que le tuteur nommé doit être impérativement salarié, volontaire, qualifié, avoir une expérience professionnelle d'au moins 2 ans, ne pas être lui-même en CUI et ne pas se voir confier plus de 3 salariés en contrat aidé simultanément, ce que vient d'évoquer Tiffaine. Donc on a bien dans l'interprétation de Pôle emploi quelque chose qui va plus loin que ce que la circulaire a dit et qui interdit le tutorat par un bénévole. Si c'est la situation que vous envisagez, il va falloir négocier fermement. Donc effectivement, sur ce sujet, nous avons une vraie question de plaidoyer également. Alors, autre question qui nous a été adressée, tous les critères concernant la sélection des employeurs sont-ils à prendre en compte? Alors, sur les différents critères, effectivement, il y a quand même une petite nuance qui a été apportée, notamment sur le 4e critère en fait, de la capacité pour l'employeur à pérenniser le poste, c'est bien précisé le cas échéant. Donc ce n'est pas non plus le critère, enfin tous les critères ne sont pas cumulatifs non plus. Après, l'idée c'est de pouvoir aller vers répondre le plus de critères possible. Alors d'autres questions nous arrivent. Alors à quelle date le parcours emploi compétences est-il mobilisable? Il est dès le lendemain de la parution de l'arrêté préfectoral dans chacune des régions. Et en Nouvelle-Aquitaine, où cet arrêté n'est pas paru, il doit l'être sur un arrêté antérieur qui, tant qu'il n'est pas abrogé, s'applique. Mais donc aujourd'hui, dans toutes les régions, vous pouvez formuler des demandes. On a une autre question. Qu'est-ce qu'on entend par une formation préqualifiante? Peut-être on va faire un mot sur la formation. Donc on a 2 slides sur la formation qu'on va vous montrer. Voilà. Sur la 44, sur le financement de la formation, c'est une obligation conventionnelle qui est imposée par l'État, mais que l'État ne finance pas. Donc on a, sur ce point, une obligation qui est créée, et donc ce financement relève du droit commun. Le droit commun, c'est celui dans lequel vous vous débrouillez tous les jours pour former votre salarié par la combinaison du droit commun des OPCA tant qu'ils existent, c'est un autre débat qu'on ne va pas avoir aujourd'hui, par Pôle emploi, qui peut financer la formation de demandeurs d'emploi, et par l'utilisation du compte personnel de formation qui, pour l'instant, n'est pas encore monétarisé. On a donc ces hypothèses. Par contre, et ça c'est un élément très important à noter, quand dans les propositions du rapport Borrello, il envisage la mobilisation des actions engagées dans le cadre du PIC, plan investissement compétences, après le PEC et pas pendant. Alors que pour l'insertion, il l'envisage pendant le parcours dans les SIAE. Donc, a priori, on est bien clairement dans du droit commun qui vous crée une obligation mais ne vous donne pas les moyens. Et il y a aussi, dans un certain nombre d'arrêtés préfectoraux, des taux de financement par l'État qui peuvent être améliorés quand la formation est prévue dès la signature du contrat. Ce qui est un peu complexe parce que vous embauchez quelqu'un que vous connaissez à peine, il faut déjà avoir construit le plan de formation avec lui, ce qui pose un vrai problème. Mais c'est une des conditions qui est fixée dans la majorité des régions qui permettent d'améliorer le financement de 5 ou 10% du taux de financement.
Et là, on a bien la précision qu'il peut s'agir, selon les cas, d'une formation qualifiante, d'une formation certifiante avec parfois la référence au registre national des certifications professionnelles. Il y a un arrêté qui précise qu'il faut un minimum de 70 heures. Et pour répondre à une autre question, aucun n'a donné un maximum, mais à un moment donné, vous savez tous que pendant que les gens sont en formation, vous les payez, ils ne sont pas productifs, donc vous allez avoir un petit problème s'ils vont trop longtemps en formation, surtout qu'il faut en même temps payer la formation. Et donc la formation préqualifiante, qui n'est pas citée très souvent, est une formation dans les arrêtés préfectoraux, est une formation qui prépare à la qualification, qui n'est pas en elle-même donne cette certification ou cette qualification, mais permet de rentrer en formation certifiante ou qualifiante dans des conditions qui vous permettent de la suivre. En tout cas, regardez, parce que je ne suis pas sûr que la formation préqualifiante, vous la trouverez très souvent dans les arrêtés préfectoraux. On avait également une question qu'on a traitée dans le cadre du PowerPoint également, qui était de dire est-ce qu'un tuteur peut être lui-même en CUI PEC? Eh ben non. Eh ben non, là, je ne vous relis pas ce que j'ai lu tout à l'heure du texte de Pôle emploi qui l'exclut explicitement, mais au-delà, à l'évidence, quand vous avez la définition du public qui rencontre de grandes difficultés professionnelles, faudrait quand même trouver une certaine perversion à mettre quelqu'un en grande difficulté professionnelle, encadrer quelqu'un d'autre lui-même en grande difficulté professionnelle. Donc, au-delà du texte de Pôle emploi qui l'exclut explicitement, l'hypothèse d'avoir un CUI PEC qui encadre un autre CUI PEC est probablement une hypothèse qui risquerait, si vous la formulez, de faire que vous ne soyez absolument pas considéré comme un employeur habilitable. Alors, on a une autre question qui nous arrive. Donc, on parle de 20 heures hebdomadaires maximum ou minimum. Peut-on faire un parcours emploi-compétences sur 35 heures? Alors, vous pouvez tout à fait proposer en fait un contrat de 35 heures à la personne. Il faut juste savoir qu'en fait, l'aide sera calculée sur les 20 heures, enfin sur un SMIC à minimum 20 heures en fait hebdomadaires. Donc, c'est l'aide de l'État qui va être calculée sur cette base-là. Alors, le principe de l'État est simple. Lui, il financera 20 heures. Exceptionnellement un petit peu plus, mais c'est 20 heures. Si vous faites mieux, si vous faites plus, tant mieux, mais ce n'est pas son problème. Question sur, alors qui n'avait pas été prévu, sur le contrat accessible aux SAS agréés ESUS. Donc on est d'accord aux sociétés commerciales agréées ESUS. ESUS. Je ne crois pas, mais cela je le vérifierai et je vous ferai une réponse écrite sur ce point, que ça soit possible, puisque nous ne sommes pas dans le champ prévu pour les sociétés, c'est-à-dire le champ du non lucratif. L'agrément ESUS n'étant pas une signification qu'on est dans le non lucratif, on est dans le lucratif avec un partage différent des bénéfices, mais on est bien dans des sociétés qui peuvent faire des bénéfices, ce qui n'est pas le cas dans la définition. Et donc il est, à mon sens, sous réserve de vérification, impossible que les SAS agréées ESUS puissent avoir accès au PEC, de même qu'elles ne peuvent pas avoir accès au service civique pour les mêmes raisons. Alors nous avons plusieurs questions autour des primo-employeurs. Donc une association créée en 2018 peut-elle être employeur? Ce n'est pas la date de création qui compte. Si elle a été employée, qu'elle a mis en place une action pour laquelle elle a mis en place une équipe salariée solide, capable d'encadrer, bien sûr. C'est pas. Je suppose que la seule élément qui traiterait cette question, c'est quand le Pôle emploi précise qu'il faut que le tuteur ait 2 ans d'expérience professionnelle, mais si le tuteur concerné a été embauché par l'association alors qu'il avait avant ailleurs une expérience professionnelle, c'est négociable. Mais à l'évidence, ce dispositif n'est pas conçu pour les petites associations et n'est pas conçu pour les primo-employeurs.
Donc ça, c'est une réalité. Je crois que le mouvement associatif va continuer à faire valoir cette difficulté qui est créée. Ce dispositif est conçu pour des employeurs structurés, capables de mettre en œuvre des actions, et pas pour des gens qui, à travers le dispositif, construisent et développent un certain nombre de projets, comme l'avaient fait certains dans les CUI-CAE, avec parfois, et c'est là tout le paradoxe de la situation actuelle, l'encouragement de l'État qui les encourageait à avoir recours au CUI-CAE pour développer des projets, faute d'avoir d'autres alternatives. Aujourd'hui, on ne lui permet pas de le faire, mais on n'a pas pour autant créé les alternatives qui permettent de développer des projets. Très bien. Alors effectivement, pour rebondir sur ce que Michel dit par rapport au plaidoyer du mouvement associatif, nous portons une demande concernant les primo-employeurs et les petites structures dans le cadre du chantier vie associative pour que soient pris en compte ces différentes entités dans le cadre des PEC, voire des PEC aménagés ou un autre dispositif qui prenne plus en compte le projet associatif et moins la dimension insertion. Donc on a d'autres questions qui nous arrivent, on en a de nombreuses. Est-ce qu'on peut avoir un tuteur mutualisé entre associations? Question difficile. J'ai vu nulle part que c'était interdit. Donc, on peut partir du principe, vous savez, il y a deux types de fonctionnaires. Il y a ceux pour qui tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, et il y a ceux, au contraire, qui ont besoin que ça soit formellement autorisé pour se le permettre. Je pense que la réponse sera, ça dépendra de ce que pense le conseiller de Pôle emploi qui traitera le dossier. Vous avez intérêt, en tout cas, à bien lui présenter le projet. On a une autre question. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour l'insertion par l'activité économique s'ils ne sont pas dans les parcours emploi compétences? Alors, un des premiers éléments, c'est que dans le rapport Borello, CEV est cité. Du coup, on espère qu'on donnera à l'IAE les moyens de pouvoir accompagner vers, mais surtout dans l'emploi, les salariés en insertion ou les salariés en transition professionnelle. Alors, il y avait une question également pour l'exemple CEV dont vous nous avez parlé. Est-ce que l'accompagnement CEV peut-il être pris en charge par les OPCA? Alors, CEV, on a eu effectivement une période expérimentale en 2016-2017. En 2018, on a visé la capitalisation de ce projet, à savoir on va reformer, on a formé dans 3 régions, on va reformer dans 2 nouvelles régions, un total de 21 structures. Et effectivement, en 2019, ce qu'on vise, c'est bien l'essaimage massif de cette expérimentation. L'essaimage massif, ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir proposer CEV aux 4000 SIAE de France. Pour y parvenir, on pense effectivement que cette formation-action, c'est par ce biais-là qu'on a accompagné les structures, doit être accessible et prioritaire pour les SIAE. Et effectivement, un des moyens d'y parvenir, c'est à la fois de travailler avec les OPCA pour que celles-ci deviennent prioritaires et gratuites, en fait, pour les structures d'insertion par activité économique. Merci Alexandra. Alors, on a une question très régionale. Quel taux de financement des parcours emploi compétences pour les moins de 10 salariés en Bretagne? 50%. Voilà, au moins c'est clair. On a une autre question. Alors, est-il possible d'en savoir plus sur les fonds régionaux d'inclusion dans l'emploi? Comment est-il utilisé en région? Alors, il est créé, donc c'est un aspect sur lequel on n'a pas parlé jusqu'à présent, un fonds régional, c'est-à-dire que jusqu'à présent, l'administration centrale déléguait au préfet de région, qui était ensuite géré par les directs, des objectifs d'enveloppe par type de dispositif. Vous avez 3212 CUI-CAE à placer. Aujourd'hui, on ne fait plus comme ça. On va leur donner une somme globale qui leur permet de faire 3000 CUI-CAE et 1200 CDDI, avec une capacité pour le préfet d'adapter l'affectation de ces crédits à une politique régionale. Cette année, la politique est asymétrique. C'est-à-dire que le préfet a le droit de faire plus pour l'IAE, mais il n'a pas le droit de faire moins pour l'IAE en prenant des crédits pour développer les PEC.
on a à travers cela, et c'est ce qui explique que nombre de préfets aient pris des arrêtés très prudents, c'est qu'ils craignent d'arriver à avoir dépensé toute leur enveloppe trop tôt, et donc c'est pour ça qu'ils ont, dans la majorité des cas, pris des arrêtés avec des taux moyens de financement inférieurs à ce qui avait permis le calcul de l'opération nationale. Ils se sont, en dehors de l'Occitanie et de la Bourgogne, constitué une marge de manœuvre qui les met à l'abri, dans la gestion du fonds, de prendre une réserve pour être sûr qu'ils ne seront pas à un moment donné coincés. On a même vu le préfet de Corse prendre un arrêté, dans son arrêté, comme quoi s'il n'y avait plus d'argent, il risquait de ne pas payer. Ce qui pose un vrai problème pour les acteurs. Merci Michel. Nous avons une autre question concernant l'articulation entre les contrats de professionnalisation et les contrats PEC. Alors en fait, ce qui se passe, une personne qui a bénéficié d'un contrat PEC peut se voir proposer à l'issue en fait un contrat de professionnalisation d'une durée de 24 mois maximum. Donc ça, c'est déjà envisagé et possible. Si vous souhaitez faire un parcours comme ça au sein de votre entreprise, vous pourrez le mettre en place. Très bien. Mais pas dans l'autre sens. Pas dans l'autre sens, il y a une logique de parcours. Si vous avez eu un contrat de professionnalisation, sauf s'il y a eu une difficulté en cours, un problème personnel, une difficulté, mais s'il est arrivé à son terme et que vous avez obtenu la qualification, il n'y a aucune logique à ce qu'ensuite ça s'enchaîne sur un C8 PEC. Donc un contrat CAE classique, donc un contrat aidé arrivé à son terme, peut-il déboucher ensuite sur un CAE PEC ? Ce n'est pas interdit, ce n'est ni obligatoire ni prioritaire, selon les termes employés dans les textes. Et de toute façon, ça ne sera pas la prolongation du CUI-CAE aux conditions antérieures du CUI-CAE, mais bien un CUI PEC proposé aux salariés qui a eu précédemment une période en CUI-CAE. De toute façon, la durée maximale reste fixée à 24 mois, sauf quelques cas très précis qui ont été définis par la circulaire. Donc, quand vous allez avoir quelqu'un qui arrive au terme de son CUI CAE actuel, il faut que vous vous prépariez à être dans la démarche d'une poursuite en CUI PEC, c'est-à-dire vous faire agréer comme employeur. Le fait de l'avoir été avant ne vous donnera pas obligatoirement l'habilitation pour poursuivre en CUI PEC, et d'autre part, il faudra que vous rentriez dans les conditions du CUI PEC, c'est-à-dire détailler vos modalités d'accompagnement, prévoir la formation telle qu'elle est, et si vous arrivez tranquillement en disant on avait fait un CUI CAE, on n'a pas fait grand-chose en matière de formation, on a envie de continuer comme ça, il y a vraiment très peu de chances pour que vous soyez autorisé à poursuivre et que la personne puisse prolonger son contrat. Et de toute façon, ça sera au nouveau taux des arrêtés préfectoraux et pas au taux ancien. Alors, deux autres questions, tout en sachant que si nos intervenants ne peuvent pas répondre, nous compléterons dans le cadre d'une foire aux questions. Est-ce que la formation interne peut être suffisante pour un parcours emploi compétences ? Sur ce point, en fait, il faut à minima que la formation soit certifiante, préqualifiante. Donc du coup, si c'est une formation interne, elle a intérêt à être quand même assez construite et il va falloir pouvoir objectiver la qualité de la formation interne. Là, je pense que ça va être un minimum en face avec le prescripteur. Vous avez deux types de formation. Poste de travail, et donc là, vous pouvez mettre en évidence les compétences que le salarié acquiert dans l'exercice du poste de travail tel qu'il est, et il y a réellement acquisition de compétences en force de travail, mais quand vous êtes en formation avec acquisition de compétences formalisées, si vous n'êtes pas vous-même un organisme de formation, il est peu probable que la formation interne sera considérée comme suffisante. Très bien. Alors, encore une question régionale. L'arrêté préfectoral est-il sorti en Île-de-France ? Oui, c'est pas le pire. Il est plutôt dans la moyenne sur ce point. Il est sorti. Il y en a eu un qui avait été sorti en fin décembre. Il y en a eu
Un autre qui a été sorti il y a 5-6 jours pour les travailleurs reconnus handicapés. C'est le cas pour les habitants des quartiers de la politique de la ville. Sur ce point, ils ont pu améliorer pour quelques publics considérés comme prioritaires certains taux de financement, mais ce n'est pas, il n'avait pas de marge d'inventer de nouveaux publics considérés comme relevant de ce dispositif. Très bien. Donc on va prendre encore 3 dernières questions. Une concernant les modalités de versement de l'aide. Est-ce qu'elles changent par rapport au CUI-CAE? Non, c'est toujours l'ASP qui verse selon les mêmes modalités. C'est juridiquement, et c'est ce que j'ai dit en introduction, c'est un CUI-CAE. Il n'y a rien de changé sur le plan du droit. Il y a un grand changement sur le plan des exigences données. Mais il n'y a pas de changement sur le plan juridique et donc sur le plan des modalités de versement. Très bien. Alors, une autre question. Un groupement d'employeurs peut-il être bénéficiaire de PEC? Sur le principe, un groupement d'employeurs, ils sont très souvent sous forme associative, donc déjà, là, ils peuvent effectivement en bénéficier. Ensuite, le groupement d'employeurs va pouvoir mettre en place en fait l'accompagnement et le tutorat pour pouvoir accompagner ce salarié en contrat PEC, donc il va pouvoir aller proposer un dossier auprès du prescripteur. Moi, je donnerais une interprétation un peu plus nuancée. Je dirais que le groupement d'employeurs sous forme associative peut, pour son propre fonctionnement, demander à bénéficier des CUI-PEC. Par contre, il ne peut demander pour les mises à disposition de ses adhérents des CUI-PEC que si c'est un groupement d'employeurs eux-mêmes éligibles au CUI-PEC, c'est-à-dire qu'un groupement d'employeurs associatifs doit pouvoir le faire, mais un groupement d'employeurs d'entreprises du bâtiment n'aurait aucune légitimité à bénéficier de CUI-PEC puisque les entreprises elles-mêmes ne sont pas éligibles. Très bien. Alors nous avons encore d'autres questions qui arrivent. Alors une qui est un peu en dehors du champ PEC. Qu'est-ce qu'un contrat de professionnalisation et quels sont ses avantages? En gros, en résumé. Hein. Un contrat de pro, c'est un contrat qui permet d'acquérir une qualification, soit un diplôme, soit une qualification reconnue par une convention collective de branche. C'est un contrat en alternance entre un employeur et un centre de formation qui prépare cette formation. C'est une formule tout à fait intéressante quand l'objectif donné est d'acquérir une qualification et quand la personne employée a les prérequis nécessaires pour pouvoir suivre avec profit cette formation. C'est a priori un public qui n'est pas celui concerné par les CUI-PEC, c'est un public qui a une plus grande capacité d'employabilité et qui peut acquérir à travers ça une qualification. Très bien. Alors je crois qu'on avait quelques éléments que vous nous aviez précisés dans le cadre de votre PowerPoint. On va les 2 dernières. On va terminer sur les 2 dernières, effectivement. Notamment sur les conventions collectives, qui paraissait une question intéressante. Alors, donc là on est en 43. Les conventions collectives s'appliquent. Les salariés en CUI-PEC bénéficient des droits de l'ensemble des salariés. S'il y a des tickets restaurants dans votre association, qui bénéficient les salariés, les CUI-PEC y ont droit comme il y avait droit les CUI-CAE. En matière de classification, si le poste tel qu'il est défini correspond à une classification de la convention collective, vous devez lui reconnaître cette classification. Et en matière d'institutions représentatives du personnel, s'appliquent les règles d'ancienneté pour être électeur et éligible du droit commun. La seule différence étant que les CUI-PEC ne comptent pas dans le décompte des objectifs, des effectifs qui vous obligent à mettre en place des institutions représentatives du personnel. Et on peut passer, si vous le voulez bien, aux 46 et 47. Ce que je voulais vous dire, moi, pour ma part, en conclusion, c'est qu'il faut faire attention au modèle économique.
ceux qui penseraient qu'en remplaçant le CUI-CAE par un CUI-PEC, on peut continuer de la même façon, courent de grands risques. Vous avez à la fois des exigences supplémentaires en matière d'accompagnement, en matière de formation, et vous savez tous que les exigences ont un coût, direct et indirect, et vous avez un financement réduit. Donc, sur ce point, il faut bien reconstruire un modèle économique qui tient compte de cette nouvelle configuration et pas penser qu'on va continuer à faire la même chose que ce qu'on pouvait faire en CUI-CAE, en CUI-PEC. Il faut réfléchir à nouveau à ce montage économique. Et puis, ça sera ma conclusion sur la diapo suivante, sur la difficulté de l'exercice. Les exigences qu'on a vis-à-vis des employeurs de PEC sont les mêmes que celles qu'on avait pour les employeurs des emplois d'avenir, sauf qu'on le fait dans un temps plus limité. D'une part, on travaille 20 heures par semaine et pas 35, et d'autre part, on travaille plutôt 10 mois, alors que la durée moyenne des emplois d'avenir approchait les 2 ans. Donc, on va vous attendre de vous d'avoir des résultats qui se rapprochent en ayant moins de temps et en n'ayant pas l'accompagnement spécifique, parce que c'est l'autre difficulté de ce programme, alors que dans le programme d'emploi d'avenir, il y a eu un financement spécifique pour l'accompagnement extérieur. Ici, c'est le droit commun qui s'applique, c'est-à-dire que Pôle emploi le fera sans avoir un financement spécifique pour cet accompagnement externe. Donc, n'oubliez pas quand même que vous, à travers cela, votre premier métier, c'est votre activité, et que le CUI-PEC qui vous contraint à faire une démarche d'insertion n'est pas votre premier métier, c'est le premier métier des SIAE, et elles le font bien. C'est pas le vôtre c'est de faire bien votre activité. Et si vous pouvez, durant cette activité, bien accompagner le CUI-PEC, c'est bien, mais faites attention à ce que vous ne deveniez pas, à travers cela, sans en avoir les moyens et les compétences, des SIAE. C'est un beau mot de conclusion. Donc on va maintenant clôturer ce webinaire. Nous allons vous adresser un questionnaire sur lequel vous pouvez nous faire part en fait, de vos commentaires, de vos attentes. S'il y a des choses qui n'ont pas été traitées, nous prévoirons en fait une version 2 de ce webinaire. Nous tenons en tout cas à vous remercier pour votre forte participation, remercier nos intervenants qui ont répondu massivement à vos questions, c'est très bien, et remercier également Quorum pour son accueil. Le mouvement associatif vous dit donc à bientôt.